Allô, allô, bonjour, bonjour. Allô, allô, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Allô, allô, ça va? Bonjour. Bonjour Thibaut. Salut Louise. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Pourquoi t'es là? Parce que tu m'as invité. Ah, parce que je suis un gars, moi je suis un gars poli, qu'on m'invite, je viens. Pourquoi tu m'as invité? Bah, parce que tu as fait une vidéo sur mon dernier livre. Et je crois que tu avais envie qu'on en parle. Alors je suis là pour qu'on en parle, tout simplement. Ok. Eh ben oui, parler de ton dernier livre et puis du précédent et également de ton numéro dans Society Mhm. que j'ai lu aussi. Est-ce qu'on a Ouais. fait le tour si je cite ces trois? Ouais, ouais, ouais. J'ai des activités aussi. J'écris encore des articles pour le magazine Elle, qui est un magazine aussi pour lequel j'ai des responsabilités de rédacteur en chef adjoint. Mais j'écris aussi parfois sur des affaires criminelles non résolues, qui est un petit peu c'est mon dada. J'aime pas trop les affaires criminelles résolues, j'aime bien quand elles sont encore ouvertes. Ok, alors comment tu en es arrivé là? Parce que là, tu as donné plein d'infos à la fois. Je suis un peu perdue alors que je connais un petit peu ton parcours, donc j'ose même pas imaginer dans le cas d'un auditeur. On peut commencer par ce qui, toi, te semble être une petite clé pour approcher justement ces activités-là. Ouais. Ben moi d'abord je suis journaliste, mon métier c'est journaliste. J'ai commencé ma carrière il y a une quinzaine d'années. J'ai travaillé pour l'essentiel aux Parisiens Tu pendant as quel âge? presque 10 ans. J'ai 42 ans. Ok, peut-être tu as Attends. eu besoin de réfléchir? Ouais, j'ai besoin de C'est inquiétant, réfléchir. Attends, je suis né en 82, donc je vais. Ouais, c'est ça, j'ai 42 ans. je confirme. Ça. Euh, et donc j'ai travaillé presque 10 ans aux Parisiens, à la rubrique Faits divers pour l'essentiel. J'ai travaillé sur des grandes affaires criminelles. J'ai beaucoup travaillé sur le terrorisme islamiste aussi les dernières années. Et depuis 2017, donc depuis 8 ans, je suis journaliste indépendant. Donc j'ai quitté la rédaction du Parisien et je me suis mis à mon compte. Et j'ai depuis deux types d'activités. Une activité de journaliste pigiste, donc je vends des articles à l'unité, à des magazines. Donc d'abord beaucoup pour Society, là plus récemment pour le magazine Elle, essentiellement sur des affaires criminelles, mais pas que, parfois sur des sujets de société aussi, même sur des sujets scientifiques, ça m'est arrivé. Et la deuxième partie de mes activités, c'est l'écriture de livres. À l'intérieur de cette activité-là, il y a deux sous-catégories. Les livres que j'écris pour les autres, donc j'ai une activité Ok. prête-plume, pour différentes maisons d'édition, essentiellement sur des témoignages. Alors, parfois, je suis crédité comme co-auteur ou comme collaborateur éditorial. Parfois, mon nom n'apparaît nulle part. J'ai fait des livres pour des avocats. J'ai fait des livres pour des personnalités du monde des médias. Parfois pour des personnes qui ont vécu des affaires judiciaires ou des traumatismes et qui ont fait des livres de témoignages. Donc ça, c'est une de mes activités éditoriales. Et l'autre, ce sont les livres que j'écris pour moi, En ton nom. en mon nom, avec mon nom sur la couverture. Et donc là, il y a trois livres. Un qui était donc l'enquête de Society que tu as évoqué un peu plus tôt. Mhm. Donc en fait, c'est une enquête que j'ai coécrite avec trois autres journalistes. On est en quelle année là? On est en 2020. D'accord. Donc je suis journaliste indépendant depuis déjà 3 ans. Et donc j'ai On est coécrit. en 2025. Ouais. Donc 2020-2025, le compte n'est pas bon. Si, parce qu'en fait, j'ai fait en 2020 cet article sur 2 numéros est paru dans Society l'été. Oui, c'était l'été, ça je m'en souviens bien. Voilà. Mm. Et ça a été un grand succès. Et c'est devenu ensuite un livre. D'abord édité en grand format chez Hachette et Mhm. ensuite chez Point en poche. Et donc ça, c'était... le poche est paru en 2022, je crois. Après ça, j'ai écrit un autre livre. Donc là, tu es passé indépendant Ouais. au moment où c'est devenu un bouquin. Non, j'étais déjà indépendant. J'ai quitté le Parisien en 2017. Je suis devenu indépendant à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à écrire des articles pour Society, dont cet article-là, qui est Ok. devenu ensuite un livre. Mais le livre, c'était exactement l'article tel qu'on l'avait écrit, mais simplement sous la forme d'un livre. Ok. En fait, c'est un article qui était paru sur 2 numéros différents. Et c'est un article un peu exceptionnel par sa longueur parce qu'il faisait plus de 70 pages. Et on l'avait accepté tel quel. Oui, il avait été accepté tel quel. C'était même un peu prévu, si tu veux, dans le sens où
il y avait une volonté du magazine Society de faire un grand récit sur cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès, parce qu'on l'a toujours pas dit, mais c'est un article consacré à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Il va falloir regarder l'interview à l'envers. Exactement. Et donc c'était un article qui avait vocation à être un grand récit, qui fasse le tour de l'affaire, avec un angle un peu original qui était non pas de traiter cette affaire par le prisme du tueur, de ce père de famille en cavale, Xavier de Ligonnès, mais par le regard de ses deux meilleurs amis, qui sont deux personnages très importants de cette enquête criminelle. Stabenrat? Non, pas Stabenrat. J'ai lu un bouquin, je crois que c'est de lui, hein. Il a écrit un bouquin. Non, il a écrit un livre aussi, oui, il a écrit un livre sur son enfance, sur son adolescence avec Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais. Ils ont grandi ensemble à Versailles dans les années 80, et il a écrit un livre qui s'appelle L'ami impossible. J'avais bien aimé. Ouais, où il raconte son enfance, son adolescence à Versailles, avec Xavier Dupont de Ligonnès. Et après, il échafaude un certain nombre de théories sur ce qu'il a pu devenir. C'est vraiment un travail qui était un travail littéraire. Nous, c'est une enquête journalistique, mais avec, et c'est un peu la spécificité de ce que je fais, avec les outils du romancier. C'est-à-dire que j'écris des articles avec un peu cette étiquette de ce qu'on appelle la narrative non-fiction. Et donc, c'est une façon de faire du journalisme avec les outils du romancier. Évidemment, l'exemple le plus célèbre est celui qui a un peu inventé ça. Alors, L'Adversaire est un exemple, évidemment, de cette façon de raconter des histoires vraies. Et avant ça, il y a 200 froid de Truman Capote, qui est le premier, peut-être, à avoir traité un fait divers, puisque c'est une affaire criminelle que traite Truman Capote, et de l'avoir rendu véritablement avec les outils du romancier, c'est-à-dire avec une vraie trame narrative, en traitant les témoins de cette affaire comme des personnages. On est en quelle année? Donc on est en 66. Parce que tu vois, moi ça me fait penser aussi au Dahlia Noir. Ouais, mais alors j'ai découvert par le roman. Oui, mais le Dahlia Noir, c'est un roman, c'est-à-dire que Elroy, il met de la fiction dans cette histoire. Il part d'un fait divers réel. Oui, d'accord. Mais il le fictionne. La différence, c'est que Truman Capote, dans 200 froid, il raconte une histoire vraie. Il rencontre les protagonistes, c'est-à-dire les enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire criminelle. Donc c'est une famille qui a été retrouvée assassinée dans le Kansas. Et il la raconte aussi à travers le regard des meurtriers, parce qu'il a réussi, comme d'ailleurs Emmanuel Carrère dans L'Adversaire, à entrer en contact avec les deux meurtriers. Et donc, au lieu de rendre ce fait divers, comme le ferait n'importe quel journaliste, de manière un peu froide, désincarnée, en racontant les faits de manière chronologique, Truman Capote va raconter ce fait divers-là à travers le regard des protagonistes de cette enquête, du côté flic et du côté des assassins. Et donc, on va sortir finalement du journalisme objectif, désincarné, pour entrer dans la littérature avec ce souci d'incarner cette histoire par des personnages et de dérouler cette histoire, non plus de manière chronologique, mais avec un souci de l'intrigue, de rebondissement, de tout ce qui fait qu'on aime les romans, quoi. Les outils du romancier. De base, tu aurais préféré être écrivain d'office, en fait. Tu es devenu journaliste parce que tu n'osais pas être écrivain Ouais, c'est pas mal comme analyse, ça. je revendique. Merci d'avoir mis le doigt sur quelque chose sur lequel je travaille depuis des années. Tu peux carrément t'allonger, hein, si tu veux. Ouais, c'est très... On est bien sur ce sofa. Il y a probablement quelque chose comme ça, ouais. En tout cas, la raison pour laquelle j'ai quitté Le Parisien en 2017, c'était parce que j'avais le fantasme... Enfin, j'en avais marre de faire de l'actu. Et je voulais raconter des histoires, quoi. Et le problème, c'est que le journalisme, ce sont des histoires, mais des histoires racontées sur deux feuillets et demi. Une actu en chasse l'autre. Je me demande même si ça t'éloigne pas plus, d'écrire des articles, t'éloignerait même pas plus de l'écriture, au mesure que tu as l'impression de t'en rapprocher, quoi. Peut-être. En tout cas, moi, j'avais le sentiment d'avoir une matière première dans le fait divers qui était extrêmement riche, et de la sous-exploiter dans un certain sens. Parce que je travaillais sur une affaire, le lendemain je travaillais sur une autre, j'avais très peu de place. Tu as des exemples? Ouais, il y a l'exemple qui m'a presque fait partir, je pense, même du Parisien, c'est ce crash aérien
qu'on a appelé le crash de la Germanwings. Donc c'était suicide, voilà, le suicide d'Andreas Lubitz, qui est donc ce copilote de la Germanwings, donc qui est la compagnie low cost de la Lufthansa, qui est en dépression et qui, lors d'un vol entre Barcelone et Düsseldorf, va crasher l'avion qu'il est en train de piloter avec 200 passagers derrière pour en fait se suicider. Mais il ne se suicide pas seul, il se suicide avec 200 passagers qui n'ont rien demandé évidemment. Je me demande si l'épisode de Breaking Bad est avant ou après. Alors j'ai pas vu, il y a un épisode Breaking Bad qui est sur ce thème-là. J'ai rien dit. Okay, enfin, on a le droit en même temps Attention, de spoiler Breaking Bad, ça fait hyper longtemps que c'est sorti. C'est vrai qu'on commence à pouvoir. C'est un peu comme, tu vois, Star Wars. T'as le droit quand même de dire qui est le père de qui. Les gamins me l'ont dit au lycée, ils étaient dégoûtés parce que je leur avais, selon eux, spoilé la fin de Phèdre. Je dis, non mais les gars, c'est un mythe. Là, normalement, c'est quand même hyper inquiétant si vous connaissez pas la fin avant de lire le bouquin. Ce qui compte, c'est pas, il n'y a pas un dénouement. C'est une anecdote de prof de français, ça. On voit d'où tu viens. Je peux pas m'en empêcher. Mais je travaille sur ce dossier pour en revenir à Germanwings. Et il se trouve que je récupère le dossier judiciaire. Donc, ce sont des milliers et des milliers de pages collectées par les enquêteurs où on apprend notamment où il y a tous les journaux intimes d'Andreas Lubitz. Donc, en fait, les enquêteurs, grâce à ces écrits-là, ont pu reconstituer sa dépression, puisque c'est une dépression qui a abouti à son suicide, presque jour par jour, presque heure par heure, avec des échanges avec son psy, avec comment il commence comment il se rend compte qu'il a des problèmes aux yeux, parce que tout ça commence par des problèmes aux yeux. Chronique d'un désastre annoncé, ça a été rendu public. Alors, ça a été rendu public par moi, partiellement. Ok. Mais justement, et c'est là où je réponds à ta question, je me retrouve avec cette matière première excessivement riche, avec par exemple le contenu des boîtes noires du cockpit. Donc ces boîtes noires, c'est un rapport qui fait 180 pages, où les gendarmes du transport aérien, qui étaient en charge en France d'une partie de l'enquête, ont reconstitué donc seconde après seconde ce qui s'est dit dans le cockpit pendant les 30 dernières minutes du vol. Et ça, c'est accessible à tous? Non, c'est accessible aux journalistes qui travaillent sur cette matière-là. Oui. C'est quelque chose qui, normalement, n'est pas accessible. Mais tout l'art du journaliste de faits divers, c'est d'avoir accès à des informations qu'il n'est pas censé avoir. Et donc, je récupère ça par mes sources et je me retrouve à devoir... Donc, tu vois, on pourrait en écrire un livre, en fait, mais sans problème. Quand je te dis que je récupère le dossier judiciaire, ça veut dire que je récupère, je ne peux pas dire vraiment à la page près, mais je pense qu'il devait y avoir 20 000 pages à peu près de dossier. Et dans le journal, dans le Parisien, je vais restituer ces 20 000 pages sous la forme de 3 articles qui faisaient 2 pages. C'est plus l'esprit de synthèse à ce stade, c'est vraiment le lâcher prise, quoi. Tu prends la soupe scientifique moelle. Et c'est plus que la scientifique moelle, si tu veux, c'est vraiment c'est l'écume des choses, quoi. Et donc j'ai raconté, j'ai donné des infos, mais j'ai pas raconté l'histoire. Et moi, quand je quitte le Parisien, j'en ai marre de faire de l'info, je veux faire de l'histoire. Je veux raconter, je veux travailler sur moins d'affaires, mais je veux prendre le temps de les raconter et pas simplement de rendre compte. Et donc, c'est ça qui fait que je pars et c'est ce qui va m'amener vers le livre. D'accord. Alors, si on remonte encore un peu, tu parles d'histoire, raconter des histoires. Tu as fait des études d'histoire, de lettres J'ai fait des études de journalisme. Alors, en fait, j'ai un parcours qui est un peu assez iconoclaste, je pense, dans ma profession, où il y a beaucoup de tronches, il y a beaucoup de profils Sciences Po Paris, IEP, etc. Moi, en fait, j'ai eu le bac... à 18 ans. Tu viens d'où? Je viens de région parisienne. J'ai eu mon bac à 18 ans sans redoubler, mais sans être en avance non plus. Et j'ai arrêté mes études juste après avoir eu le bac, parce que je voulais faire de la musique. Ok. Donc j'ai dit à mes parents que j'arrêtais mes études, ils étaient effondrés. Et je leur ai dit, mais je veux être une star du rock'n'roll. Il n'y a pas de formation pour devenir une star du rock'n'roll.
Je faisais la guitare électrique, j'avais un groupe et je voulais vivre de ça, quoi. Je voulais être un musicien. Tu jouais bien? Je jouais très mal et en plus j'avais aucun talent. Et coquetterie mise à part, tu jouais très bien Non, mais ou pas? je jouais pas très bien, non, je t'assure. C'est pas pour rien. T'en avais pas conscience? J'avais conscience de mal jouer, mais je pensais que j'avais quand même le talent de, tu vois, de ceux qui jouent mal. Parfois, tu peux. Je pensais être un mauvais musicien, mais peut-être un bon compositeur, ou tu vois, un bon. Je pensais que je pouvais écrire des bonnes chansons pop. Et en fait, quand tu fais de la pop musique, t'as pas besoin d'être un grand musicien. Mais je pensais, tu vois, que j'avais la capacité d'écrire des bonnes chansons. Et puis, en fait, c'est avéré que non. C'est-à-dire, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai consacré 5 ans de ma vie à essayer de faire de la musique. Ah ouais? Et, oui, t'as vraiment poursuivi. Ouais, j'ai essayé de faire les choses correctement. Ok. Et donc, en fait, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai fait des concerts où il n'y avait personne. J'ai pas réussi à enregistrer un album. Attends, mais parce que les autres, t'es resté avec le même groupe? Ouais. Et les autres, ils faisaient ça aussi à temps plein ou... Ouais. On a essayé de se donner les moyens de faire quelque chose. Ah, c'est un vrai C'était échec. C'était un échec vraiment au sens le plus strict du terme. Et j'avais dit, je m'étais donné pour objectif de réussir à en vivre en 5 ans. Ok. Et si j'échouais, de reprendre mes études. Et je savais déjà que je voulais faire des études de journalisme parce que c'est quelque chose que je nourrissais déjà. J'aimais l'écriture, j'aimais lire, j'aimais la presse. Oui, c'est juste que tu aimais plus jouer de la musique. Ouais, puis je trouvais ça d'autres centres d'intérêt. Je trouvais ça plus glamour, si tu veux. Quand tu as 18 ans, j'imaginais même pas avoir une carrière d'écrivain. Pour moi, c'était un truc de vieux, c'était poussiéreux. Et puis c'était un truc d'intello, je me sentais pas du tout. Enfin, tu vois, pour moi c'était très loin. Le rock, ça collait au gamin que j'étais, quoi. Tu dis que tu viens de la région parisienne, plus précisément? Dans le Val-de-Marne, à Joinville-le-Pont, Okay. qui est une ville. C'est pas une ville bourgeoise, c'est pas une ville ghetto, c'est vraiment une ville de petite classe moyenne, de banlieue tiède. Je colle assez bien sociologiquement à ça. C'est quoi la banlieue tiède? Je crois que c'est une expression que j'emploie d'ailleurs dans le conte Minuit. Ce que j'appelle une banlieue tiède, c'est pas une banlieue chaude, c'est pas une banlieue de classe défavorisée, mais c'est pas non plus une banlieue bourgeoise. C'est un espèce d'entre-deux qui fait que, par exemple, moi j'ai grandi dans une forme de mixité sociale assez élaboré. Enfin, j'avais vraiment dans mon quartier des gens de tous les milieux sociaux. Et donc, c'est ça que j'appelle une banlieue tiède. Et pendant ces 5 ans, là, tu étais encore à la maison avec tes parents? Non, j'avais quitté le foyer familial. Ouais, parce que faire du rock tout en étant... tu vois, nourri, logé, c'était pas très... maman. C'est pas très Letos Punk, tu vois, on en était trop loin. Donc, j'ai quitté le foyer de papa-maman. Et j'ai fait plein de petits boulots. J'ai notamment travaillé dans une librairie d'ailleurs, où j'ai découvert l'envers du décor du boulot de je veux pas savoir. Hein. Laisse-moi encore rêver. C'est un boulot très difficile, c'est un boulot de manutention pour l'essentiel. Les libraires se plaignent souvent de ne pas parler beaucoup de livres dans leur profession, et c'est vrai, ils n'en ont pas beaucoup de temps, hélas. Donc j'ai fait plein de petits boulots, et puis quand j'ai acté l'échec de ma carrière... Il s'est passé un truc précis? Écoute, il s'est passé un truc précis, ouais. J'ai jamais raconté cette histoire d'ailleurs, mais en fait, je me suis retrouvé... j'étais l'un des derniers boulots que j'ai fait, j'ai vraiment fait plein de boulots. J'ai l'habitude de dire j'ai fait tous les boulots en heures, tu vois, alors facteur, serveur, vendeur, non pas coiffeur, mais livreur... Et l'un des derniers boulots que j'ai fait, c'était un boulot de facteur. Et donc, je galérais dans la musique déjà depuis presque 5 ans. Et il se trouve qu'au bureau de poste où je travaillais, il y a un type à qui je suis devenu copain, qui avait mon âge, donc une vingtaine d'années, et qui me dit un jour, écoute, je quitte le bureau de poste parce que je vais faire des études de journalisme. Ok. Et je lui dis, ah ouais, putain, cool, tu sais, moi j'avais ça aussi comme projet, mais bon, je me suis lancé dans la musique. Et on a discuté un peu,
Et ce type, c'était Asdin Ahmed Chaouch, qui est ensuite devenu chroniqueur à Quotidien, qui maintenant travaille à LCP, je crois, que j'ai retrouvé d'ailleurs quelques années plus tard au Parisien, parce qu'avant d'aller au Quotidien, il était au Parisien. Et bref, et donc il a démissionné pour aller faire ses études de journalisme. Ah ouais, le gars, quand il parle, il fait quoi. Il fait. Parce que c'est le genre de discussion que tu peux avoir tous les jours avec tes collègues. Hein. Exactement. Sauf que lui, il y est allé, et il a démissionné, il est parti faire ses études de journalisme, et il m'a laissé dans mon bureau de poste. Et je me suis dit, merde, putain, peut-être que moi aussi, je ferais bien de prendre la tangente, quoi. Et donc... Tu veux nous chanter un de tes morceaux? Comme un tu hommage. Tu sais que parfois, j'ai perdu toutes les... Alors, tu vois, c'est peut-être une forme de psychanalyse que j'ai faite, mais j'ai gardé aucun des morceaux que j'avais composés à l'époque. Mais certaines mélodies me sont restées quand même. Tu faisais les paroles aussi? Ouais, en faisais anglais? Les paroles. Non, en français. Waouh, ah, ouais. Ça c'est cool. Je faisais du rock français, ouais. Plus comme téléphone ou un peu plus énervé? Non, ouais, je faisais du pop rock, quoi. Ouais, mais j'aimerais bien entendre ça. C'était pas très bon. Ouais. C'était pas très bon. Mais c'est pour ça aussi que beaucoup chantent en anglais, c'est que pour un public francophone, ça masque quand c'est pas terrible non plus. Je pense que c'est-à-dire que la musique était pas très bonne et les paroles n'étaient pas très bonnes non plus. Et puis en fait, si tu veux, non, je pense que j'étais pas bon pour ça. Personne n'aurait été en mesure de dépenser de l'argent pour m'écouter. Et il se trouve qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour me lire. Donc tu vois, finalement, j'ai fini par trouver ma voie. Donc à ce moment-là, tu es parti dans une école? Donc à ce moment-là, je fais une école de journalisme. Il se trouve que la plupart des écoles de journalisme recrutent uniquement à partir de Bac+3. Oui. Puisque ce sont des masters. Et à l'époque, il y a 2 écoles qui recrutent des étudiants au niveau du bac. Une école à Tours, qui est un IUT, et une école à Bordeaux, qui était aussi un IUT. Donc tu passais un DUT de journalisme. Et il se trouve que comme c'est quand même des écoles qui étaient très demandées, parce que la profession de journaliste attire beaucoup de jeunes, la plupart qui étaient recrutés, c'était quand même pas des bacheliers. C'était des Bac+1, Bac+2. Et donc moi j'arrive, j'ai 24 ans, et donc je vais passer ces 2 écoles, qui sont les 2 seules écoles de journalisme qui sont ouvertes à des bacheliers comme moi. Et il y a une des écoles, celle de Bordeaux, où je vais échouer, et celle de Tours, où je vais... passer l'écrit et ensuite l'oral. Donc c'était un écrit et après oral style entretien d'embauche où il y avait ouais, vraiment... En fait c'était en 3 étapes, parce que ce sont des écoles qui sont vraiment très sélectives par la force des choses. Donc d'abord il y a un recrutement sur dossier. Il se trouve que j'avais commencé à écrire des articles dans la presse musicale, dans la presse rock, comme pigiste. Et donc je suis arrivé avec un dossier où j'avais déjà écrit des articles dans des magazines. Et ensuite un écrit et ensuite un oral. Donc c'était un recrutement en 3 étapes. Et donc, pour te donner un ordre d'idée, l'année de ce concours, on était 1200 au départ à déposer un dossier. Et dans ma promo, on était 27. Donc, c'est des écoles qui étaient très sélectives. Et aujourd'hui, au moment où je te parle, la formation que j'ai passée à l'époque est devenue un master. Et l'école de Bordeaux est aussi devenue une école qui recrute au niveau master. D'accord. Donc j'ai eu de la chance. Donc ça n'existe plus Il y a une école toujours à Lannion. Il y a une école de journalisme qui recrute au niveau bac. Je parle que des écoles reconnues par la profession parce qu'il y a plein d'écoles privées qui sont des écoles bidons où il ne faut pas aller. Ah oui, c'est vraiment pas reconnu par la profession? Non, c'est pas reconnu par la profession et ensuite c'est assez stigmatisant sur le marché de l'emploi. D'accord. De sortir de ces écoles qui ne sont pas reconnues par la profession. Ah, c'est carrément contre-productif. En gros, tu as acheté ton diplôme, quoi. En gros, tu as acheté ton diplôme. Ouais, il y a des gens qui s'en sortent quand même, mais c'est extrêmement rare. Donc, c'est des écoles qui sont pour la plupart vraiment des comme tu dis, on vend un diplôme, quoi. Mais il y a une école encore aujourd'hui à Lannion, qui est un IUT d'ailleurs, qui est reconnue par la profession et qui recrute des étudiants au niveau du bac. D'accord. Voilà. Donc tu es entré dans cette école. Ouais, j'ai 24 ans. 2 ans C'est 2 ans. C'est 2 ans, ouais. C'est un DUT. Et c'était pas trop dur le décalage avec les... Si, c'était très... Les autres. Ouais. Et moi, j'avais ce sentiment justement de... J'étais avec des jeunes qui avaient 3, 4, 5 ans de moins que moi. Mais j'avais ce sentiment d'urgence parce que j'avais déjà 24 ans. J'avais acté un premier échec de carrière dans la musique.
Et j'avais le sentiment que le train repasserait peut-être pas 10 fois, quoi. Et mais tu étais obligé de continuer à avoir des petits boulots? Ouais, j'ai été obligé de continuer à avoir des petits boulots. À l'époque, ma grand-mère va m'aider aussi à boucler le loyer parce que j'ai pas de famille à Tours. Attends, c'est la success story de Macron, ça, l'histoire de la grand-mère, non? Ouais, et tu crois? Mais il n'a pas fini par l'épouser, sa grand-mère? Ah non, attends, je confonds avec une autre personne. Une autre. Mais, mais ça m'a permis d'être quand même un peu plus assidu et donc de passer mon stage de première année au Parisien. Tu l'as trouvé Je l'ai trouvé c'est par le réseau de l'école. Moi, j'avais aucun contact dans la presse. Mais quand tu es dans une école reconnue par la profession, les écoles ont des accords avec les titres de presse quotidienne régionale, dont fait partie le Parisien. Et donc en première année, ton premier stage de première année, tu dois aller dans un titre de presse quotidienne régionale. Attends, le Parisien, malgré son nom, j'étais persuadée que c'était de la presse nationale. C'est de la presse nationale, en fait c'est un statut un peu à part. Ouais. C'est-à-dire que le Parisien est à la fois un quotidien régional et un quotidien national à travers, aujourd'hui en France, qui est l'édition nationale du Parisien. D'accord. Mais c'est le seul quotidien qui a cette double casquette de titre national et régional. Et donc j'ai intégré en stage ce titre et ça s'est très bien passé. Et donc à la fin de mes études, ils m'ont proposé un CDD de 3 mois qui est devenu un CDI de presque 10 ans. Mais attends, tu l'as fait à la fin de la première année, donc ça veut Ouais. dire qu'ils t'ont gardé, tu Non, leur ça avais veut vraiment dire fait que- bonne impression? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un concours du meilleur stagiaire. Tu vois, il y a ça dans les médias, parce qu'en fait, c'est tellement select. C'est-à-dire que déjà, on est dans des formations qui sont très sélectives, mais même quand tu as réussi à intégrer ces écoles-là, ensuite, pour trouver du boulot, il y a encore des systèmes de concours entre étudiants pour intégrer des rédactions. Donc, il y a le concours du Parisien. Quand tu le gagnes, bah, tu as un CDD de 3 mois au Parisien. Il y a la bourse Loga, Europe 1. Quand tu la gagnes, bah, tu as un CDD à Europe 1. Il y a la bourse Dumas à RTL, la bourse Darcy à France Télévisions. Il y a la même chose chez Radio France. Et donc, en fait, ça permet d'opérer une sélection à l'intérieur de ces écoles qui sont déjà très sélectives. Et donc, c'est comme ça que la plupart des étudiants qui sortent d'école décrochent leur premier poste. Et donc moi, j'ai eu la chance de gagner ce concours, ce qui fait que à l'issue de ce stage de première année, le Parisien m'a dit quand tu auras fini tes études dans 1 an, tu reviens et il y a un CDD qui t'attend. Ok. C'est pour dire à quel point le marché du travail dans les médias est très restreint. On passe sa vie à faire des concours dans ce milieu-là, y compris pour avoir du travail. Et le côté hyper compétitif, ça t'a plu? Non, ça m'a pas plu, mais justement, j'y ai pas été confronté tellement, parce que mon sort était déjà réglé. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de pistons quand même dans ce milieu-là. Ouais, puis toi, tu partais de zéro. Moi, je pars de zéro, et ceux de mon entourage qui ont eu des postes, des beaux postes, ce sont ceux qui, comme moi, ont gagné ces espèces de concours organisés par les médias pour les étudiants en journalisme. Sinon, c'est comme dans la musique. Ça remet un peu d'équilibre. Ça remet un peu d'équilibre. Sinon, c'est effectivement le réseau papa-maman. Il y a beaucoup de journalistes, d'étudiants journalistes qui sont des fils d'eux. Les Duhamel, non? Il n'y a pas un truc la dynastie Duhamel, évidemment, qui est la plus presque caricaturale de ça. Mais moi, j'ai traîné dans les rédactions avec des fils de journalistes célèbres qui décrochent plus facilement des stages. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est d'avoir des stages. En fait, le diplôme, ça reste... le diplôme, il faut l'avoir, mais ça ne suffit pas, quoi. Il faut l'avoir. Si tu ne l'as pas, c'est vraiment mort. Aujourd'hui, il y a 30 ans, tu pouvais faire du journalisme en n'ayant pas fait d'études de journalisme. Aujourd'hui, c'est très difficile. Mais les gens comme moi qui n'ont pas le réseau, il faut qu'ils trouvent un moyen d'accéder à ces rédactions. Effectivement, c'est pas évident. Alors après, les rédactions en presse quotidienne régionale sont parfois plus accessibles. Et encore, ça reste quand même très difficile de se faire une place. Quand tu es un journaliste
surtout dans des rédactions locales, mais pas que d'ailleurs, hein, mais il y a un réseau d'informateurs à avoir, des sources, et donc tu passes ton temps à entretenir ce réseau. À entretenir ce réseau, ça c'est pour la version, tu vois, soft, mais ça veut dire boire des coups avec des types, hein, en fait, hein, essentiellement. Ça fait partie du boulot. Moi, j'étais dans un... Mais toi, t'échanges, Ouais, grosso modo, hein, des infos. ouais, Ouais, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? grande question. On te donne jamais des informations par altruisme. Les gens qui te donnent des informations, quelle que soit la rubrique où tu bosses, ils ont une idée derrière la tête. Donc ça peut être... il faut le savoir. Il faut savoir quel but poursuit ta source quand il te donne une information. Ne Ça- serait-ce que pour en voir la subjectivité. Ouais, puis pour essayer, pour imaginer quel intérêt il a, et donc quels intérêts il sert. Les siens, ceux, tu vois, d'une marque, quand c'est un attaché de presse, par exemple, un attaché de presse d'un artiste. Mm. Euh, Quel intérêt? Bah, ça peut être pour se pousser du col, ça peut être pour le plaisir de voir une information qu'on a donnée dans le journal le lendemain et trouver ça grisant. Ça peut être pour faire avancer sa carrière dans le domaine du journalisme judiciaire que je pratique. Ça peut être, tu vois, pour faire parler pour faire avancer sa carrière. Certaines sources policières ou judiciaires, ça leur permet de montrer les affaires sur lesquelles ils ont eu des succès et donc de faire parler d'eux dans le landerneau, dans le microcosme. Des avocats. Donc c'est pas juste boire des coups, leur payer Mais- des coups, c'est les brosser dans le sens du poil. Alors, c'est boire des coups pour avoir leur confiance. Et ensuite, évidemment, c'est une façon pour eux d'avancer leur pion. Mais nous, ensuite, quand on est un bon professionnel, ça ne veut pas dire qu'on donne un micro ouvert à ces gens-là. Un avocat, par exemple, qui va donner des informations parce que ça va dans le sens de la défense de son client, c'est très bien. Toi, ça te permet d'avoir accès à des informations, mais en face, tu vas confronter des arguments contraires à sa théorie, Ok. à sa défense. Ouais. Donc c'est comme ça que tu arrives, tu vois, quand même, à garder une forme de déontologie et une forme de distance avec tes sources. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui me vient en tête de prime abord, c'est que quand tu vas rencontrer quelqu'un ou quelqu'un va avoir plein de biais dont toi, tu n'as pas conscience forcément sur le coup, pour prendre de la distance, ça doit être hyper compliqué, sachant que tu as vraiment affaire, c'est pas péjoratif forcément dans ma bouche, mais au tout venant, Ouais. y voir clair, enfin toi, trouver la bonne distance. Alors, en plus, je suppose que c'est pas pendant, parce que pendant, tu vis les choses, la personne, tu peux pas vraiment l'orienter, enfin tu vas pas Non. lui faire un questionnaire, quoi. Tu es obligé quand Non. même d'y aller un peu... Et toi, tu sais ce que tu cherches. Si je rencontre une source sur une affaire, je sais les informations qu'elle est susceptible de me donner. Si je rencontre l'avocat d'un mis en cause, il va me donner des éléments qui vont dans le sens de l'innocence de son client. Ouais. Sauf que pour compléter ce qu'il va me dire, je vais aller chercher des sources policières ou auprès du parquet qui vont aller dans le sens de sa culpabilité. Et donc le jeu, il est celui-là. Il est d'arriver à satisfaire tout le monde dans mon réseau pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Et ensuite, l'équilibre, je le trouve dans la façon de rendre ces informations pour le public au moment d'écrire mon article. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être confronté à des personnes dont tu savais qu'elles avaient des informations qui pourraient t'intéresser et pas du tout réussir à arriver à ça? Ou est-ce que les gens parlent Je pense que les gens parlent, non? Les gens aiment parler. Les gens aiment parler d'eux. J'en suis un excellent exemple. Tu sais, des fois, on me dit « Ah, tes entretiens et tout, c'est sympa. » Et je disais « Mais en fait, moi, j'adore j'adore parler aussi. Hein. Mais j'aime trop aussi que les gens me racontent leur vie. » Et je me suis dit que le meilleur moyen pour que les gens me racontent leur vie, c'était de les filmer. Parce que sinon, enfin là, je te pose des questions, Ouais. jamais j'aurais osé te les poser sinon, quoi. Bah, toi, c'est un biais que tu as trouvé pour engager la conversation. Il y a d'autres gens qui se livrent encore plus facilement ou qui... Dans mon métier, j'ai été confronté souvent quand même à des gens qui vivaient des traumatismes. Hein. Dans le journalisme judiciaire, on est confronté à des gens qui traversent des drames. Et donc, il m'est arrivé, tu vois, de devoir taper à la porte d'une mère endeuillée, de quelqu'un qui venait de perdre un proche, d'un voisin qui connaissait un tel,
qui s'est fait tuer, etc. etc. Enfin, c'est la vie d'un reporter de faits divers, de rencontrer des gens qui sont traumatisés. Et c'est des gens qui, à un moment ou un autre, enfin, pour une raison ou une autre, plus exactement, même si c'est le pire moment pour les cueillir, vont avoir envie de se livrer, y compris à un inconnu. Peut-être parce que, voilà, pour déverser ce trop-plein d'émotions, peut-être, je ne sais pas. C'est un peu ce qu'on a reproché aux différents journalistes qui se sont un peu jetés comme, comme on dit, la misère, la vérole sur le bas clergé ou la misère sur le monde dans l'affaire du petit Grégory. Mais il disait qu'ils aussi, vraiment, les gens avaient envie de parler. Alors peut-être qu'ils ont vraiment toqué à la porte de façon insistante. Ouais. Mais alors c'est une autre époque, hein, l'affaire Grégory. C'est une époque où... ça donne pas une idée non plus très non, pas très positive. Mais aujourd'hui, rien de ce qui s'est passé dans l'affaire Grégory ne serait possible. En tout cas, certainement pas dans ces proportions. À l'époque, les journalistes rentraient... 84 Ouais, non, 82. J'aurais dit 80. Ouais, bon. Enfin, j'ai un petit doute. En tout cas, c'est au début des années 80. À l'époque, les journalistes pouvaient rentrer sur les scènes de crime, par exemple. C'est quelque chose qui n'est absolument plus possible aujourd'hui. Le juge Lambert, il accueillait des journalistes dans son cabinet d'instruction. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de rentrer dans un cabinet d'instruction. Mais c'est aussi l'affaire qui a permis de modifier les choses, non? Je pense que oui, mais probablement que ça a eu un impact. Mais de toute façon, il y a aujourd'hui... Les sources se protègent aussi davantage. Le juge Lambert, ça s'est mal terminé pour lui. C'est le juge Simon qui a récupéré derrière. Oui, c'est ça. Mais il y a une malédiction, parce que lui aussi est mort, je crois, il est mort d'un... Bon, il n'est pas mort de la même manière, mais d'un cancer. Je ne me rappelle pas exactement. Ouais. Enfin, l'affaire, là, comme tous. De toute façon, c'est une affaire, oui, qui traîne beaucoup de cadavres. Mais si tu veux, aujourd'hui, il y a quand même il y a une déontologie... Au niveau des sources? Ouais, les sources se protègent aussi, font très attention. Les journalistes, eux, je pense que personne n'a envie de se retrouver dans la position dans laquelle se sont retrouvés certains journalistes de l'affaire Grégory. On est déjà dans une matière qui est sensible, si tu veux. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Par exemple, tu n'as pas vu dans la presse les photos de l'intérieur de la rédaction de Charlie Hebdo. Ces photos-là, on les a, nous, les journalistes. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur le terrorisme. J'ai eu très tôt les photos de l'intérieur de la rédaction de Charlie Hebdo. On s'est interdit, je me suis interdit, on s'est interdit, parce que j'étais pas le seul à les avoir, de les publier. Qu'est-ce que ça apporte, à part de montrer l'horreur qu'on s'imagine déjà très bien? Oui, mais moi, j'ai pas envie... En vrai, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, moi, j'ai pas envie qu'on m'infantilise. Par exemple, tu vois, j'ai les photos de l'intérieur du Bataclan. Ouais. Mais je les ai pas parce que je voulais à tout prix les voir, tu vois. Bon. Mais parce que justement, on me les cachait et ça me rendait dingue. Mais ça veut dire que ce que tu dis là est tout à fait vrai. Mais ça prouve qu'il n'y a pas de bonne réponse à ce genre de questions. Et la déontologie des journalistes, elle est... Si tu veux, il y a le cadre de la loi... en matière de respect de la vie privée, en matière de diffamation, etc. Mais la loi ne répond pas à ce genre de questionnement. Donc c'est à toi, à ton niveau de journaliste, de dire qu'est-ce qui est du domaine de l'information, qu'est-ce qui est du domaine du voyeurisme, à partir de quand je cache des choses, à partir de quand je préserve les gens de choses inutiles ou trop privées, etc. Sachant qu'ils sont en position de vulnérabilité, de par toi, ton statut, ce à quoi ça peut être attaché, mais aussi parce qu'ils traversent, comme tu l'as dit, des moments qui peuvent être difficiles. On protège parfois les gens d'eux-mêmes dans ma profession. Il y a des gens qui m'ont donné dans des interviews des choses qui auraient pu être des super titres, tu vois, des accusations très fortes, et où je me suis retenu de les écrire parce que ça pouvait leur porter préjudice à partir du moment où ils n'étaient pas capables de prouver ce qu'ils racontaient. Mais ça doit quand même vachement donner un sentiment de puissance. Ouais. Tu peux te laisser griser, quoi. Ouais, je ne l'ai jamais ressenti tellement comme ça. D'être aussi au cœur... si tu veux, quand tu es journaliste, la puissance, c'est les policiers, les magistrats qui l'ont.
C'est eux qui peuvent prendre des décisions. Moi, je reste quand même un petit rapporteur, quoi. C'est le nom d'un journal, ça? C'était le nom d'une émission où officiaient notamment Pierre Desproges, Jacques Martin et Daniel Prévost. Ça me disait quelque chose, ouais. Et Pierre Desproges, qui était d'ailleurs un journaliste de faits divers à l'Aurore. Joseph Kessel, Camus, il y en a beaucoup qui ont commencé dans le fait divers. Non, j'ai pas le sentiment... j'ai jamais eu ce sentiment de toute puissance. Je pense que quand tu es journaliste politique, par exemple, tu façonnes davantage l'opinion que quand tu es journaliste de faits divers. C'était pas forcément dans ce sens-là, mais c'était avoir accès à des choses et une responsabilité, en fait. À la fois un accès et une responsabilité. Oui, la responsabilité, ça on l'a, ouais. On est bien obligé de... On sait, tu vois, que voilà, une information sur un fait divers qui a une grande résonance auprès de l'opinion publique, comme un attentat, bah forcément, ça va avoir des conséquences. Et donc, ne pas publier l'intérieur de la rédaction de Charlie, ne pas publier des photos des attentats de Nice, de l'attentat de Nice, qui sont vraiment insoutenables. Et tu te dis, voilà, est-ce que c'est... Jusqu'où je vais dans la réalité de ce qui s'est passé. Ce ne sont pas des photos inventées, elles sont là, et c'est la réalité de ce qui s'est passé. Oui. Quand tu es dans un journal, quand tu traînes dans un journal, tu touches des gens qui ne sont pas venus chercher l'info que tu leur donnes. Ils achètent le journal pour avoir l'horoscope, pour avoir les nouvelles du jour. Ils ne savent pas ce qu'ils vont tomber, sur quoi ils vont tomber. C'est ça la différence. Donc au début, tu travailles au Parisien, on te fait écrire sur quel sujet ? Au départ, je fais du journalisme local. Donc, je travaille dans le service qui couvre l'actualité de Paris. Donc, l'actualité municipale de Paris, parce que Paris, ça reste quand même un territoire avec des journalistes localiers. Donc, moi, je couvrais 2 arrondissements. Lesquels ? Le 16e et le 7e. Donc, j'avais pas beaucoup de faits divers à mettre sous la dent, encore que d'ailleurs. Mais c'était intéressant parce que, par exemple, tu vois, dans le 7e arrondissement, j'étais en charge de la Tour Eiffel. Et il se trouve que la Tour Eiffel... Grosse responsabilité. Mais, attends, mais tu rigoles, mais on ne se rend pas compte à quel point l'actualité de la Tour Eiffel, et il se passe plein de choses, encore faut-il parfois fouiller. Mais je vais donner un exemple. J'ai couvert un accident d'ascenseur à la Tour Eiffel qui avait été totalement passé sous silence par la direction, mais dont j'ai fini par avoir les détails. Et ça a été un de mes articles les plus repris de ma carrière, parce que tout ce qui se passe à la Tour Eiffel touche le monde entier. Et donc, ce petit incident, qui n'était pas un petit incident d'ailleurs, qui était vraiment un truc... Heureusement, il n'y avait personne dans l'ascenseur, mais sinon, il y aurait eu des morts. Ça a été repris par des journaux en Indonésie. Il s'était passé quoi ? Il y a un ascenseur qui était vide, qui a chuté de 15 mètres. Les câbles ont... C'était quoi oui, c'était... Non, à l'époque, c'était une défaillance du système. C'était pas un câble qui s'est rompu. C'était une défaillance du système de freinage, si ma mémoire est bonne. En plus, c'est un personnage. C'est limite un personnage. C'est exactement comme ça que je le traitais. Je le traitais, moi, comme un personnage. Après, voilà, c'était de l'actualité locale. Donc, ça pouvait être des problèmes de stationnement. Donc, tu es venu vivre à Paris à ce moment-là ? Ouais, je me suis installé à Paris à ce moment-là. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Après, j'avais un poste volant. Donc, j'ai travaillé dans tous les services du journal. Services politiques, les services locaux dans l'Oise, par exemple, parce qu'il y a des rédactions du Parisien dans l'Oise, les sports. C'est chouette parce que tu as pu voir vraiment des choses différentes. J'ai fait plein de choses très différentes et c'est ce qui me passionne dans l'avantage du journalisme. Et c'est pour ça que je vais faire ce boulot-là, au-delà d'aimer l'écrit et la lecture. C'est que je voulais un boulot où quand j'arrive le matin, je ne sais pas ce que je vais faire l'après-midi. D'accord, mais moi, il y a quelque chose par contre qui me pose problème. Tu vas me dire ce qu'il en est. C'est que on dit spécialiste en rien, généraliste. Mais pour moi, c'est impossible qu'un journaliste qui ne s'y connaisse pas réellement, enfin qui n'ait pas fait d'études d'économie, puisse être journaliste économique. Tu ne peux pas être bon dans tous les domaines, tu vois. Non, mais les journalistes ne sont pas, hélas, souvent des spécialistes. Et c'est pour ça que quand tu connais une matière et que tu lis un article dans la matière que tu connais le mieux, tu vas souvent avoir tendance à relever des idioties. Ça recouvre plusieurs réalités, ce que tu dis. Il y a des journalistes économiques qui ont fait des études d'économie. Je pense que pour le coup, c'est probablement une minorité. D'accord.
Je me Moi, demande toujours. j'ai une... tu vois, dans le fait divers, il y en a peu qui ont fait des études de droit pénal. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'avais aucune notion de droit pénal. Il en faut quand tu fais quand même le boulot que je faisais et que je fais. Mais ça me semble moins flagrant qu'en économie, par exemple. Bah, en économie, oui, tu vas retrouver des gens qui n'ont pas forcément une culture économique très poussée. Mais ils la développent en écrivant en même temps. Ils la développent en écrivant, et puis parfois, après l'économie, c'est un domaine aussi où tu vois, on va dire, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des économistes qui ne sont pas d'accord entre eux. Bon. Donc il peut y avoir matière à. Mais par exemple, moi je Oui, on connais... n'est pas sur de la presse scientifique. Voilà, c'est l'exemple que j'ai donné. Aujourd'hui, il y a une filière par exemple de journalisme scientifique à Lille, ouvert aux ingénieurs. Donc c'est un recrutement en master pour des gens qui ont un bac plus 3 en sciences. D'accord. Et un de mes très bons copains, et journaliste au Figaro, a fait ce cursus après avoir été diplômé d'une école d'ingé. Tu sais, ça me fait penser aux profs. En filière générale, tu connais ta matière. En filière comment on dit, technique, en général, tu viens du monde du travail et tu es devenu professeur. Et en filière pro, tu es un professionnel qui, en outre, explique, enfin, est par la force des choses professeur, quoi. Et ta légitimité, tu l'attires auprès des gamins de par ton savoir-faire. Alors que moi, par exemple, en lettres, ça va être par rapport à mon savoir tout court. C'est un très bon exemple que tu donnes. Parce qu'en fait, il y a des... Non, mais tu vois, il y a des physiciens atomistes qui sont probablement les meilleurs dans leur domaine et qui seraient incapables de te raconter en des termes simples, de te donner une leçon de physique. Et tu as des profs de physique qui n'ont pas fait de recherche, qui sont incapables de développer des équations très compliquées, mais qui sont d'excellents pédagogues. Ce qu'on va demander à un journaliste avant tout, quand on passe les concours d'entrée, c'est pas tant d'avoir un domaine d'expertise que d'être capable de restituer des choses de manière simple, de manière synthétique et de manière claire. Après, de toute façon, au fil du temps, à moins de changer de poste tous les 4 matins, tu deviens quand même... Enfin, tu t'y connais dans ta matière. Oui, quoi. tu finis quand même, par la force des choses, par te spécialiser dans une rubrique. Ce qu'on va te demander, quand tu entres en école de journalisme, c'est d'avoir une culture générale quand même relativement large. C'était ton cas ? C'était mon cas, même si j'avais par exemple des carences en sport, moi. Mais je me suis toujours beaucoup intéressé à l'économie, à la politique. Les journalistes sont bons au Trivial Poursuite. On est censé être bon au Trivial Poursuite. Mais tu sais très bien, surtout toi qui es dans l'éducation, que c'est pas parce que tu as une culture justement générale. La plupart des gens qui ont une grande culture générale, c'est des gens qui ont une grande mémoire. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des gens qui se sont intéressés à quoi que ce soit, ni qui ont été forcément hyper curieux. Il y a beaucoup de gens qui réussissent les concours d'école de journalisme ou les concours d'IEP parce qu'ils ont bachoté pendant 1 an comme des brutes. Et jamais ils ont ouvert un livre. Tu peux bachoter sur de la culture générale ? Ouais, tu peux, bien sûr que tu peux bachoter, mais évidemment. Mais tout est... Enfin, comment... Mais non, comment ? En t'entraînant, en lisant la presse tous les jours, okay. En faisant des fiches par pays, par thème, tu resteras toujours à la surface des choses, mais tu t'achèteras une culture générale. Il y a des profs de culture générale, il y a des livres de culture générale, bien sûr. Tout ça existe, mais tu seras jamais dans la connaissance des choses. Ce qu'on demande à un journaliste, c'est d'avoir un minimum de culture générale pour pouvoir ne pas être largué dans quoi que ce soit. Mais surtout, on va lui demander d'être en mesure de restituer des choses compliquées, un flot d'informations en peu de temps et en peu de mots. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que si je pense à ton deuxième livre, L'inconnu de Cleveland, on te demande de ne pas être largué, alors qu'on a l'impression en te lisant que c'est précisément le fait de te sentir largué qui fait que tu as voulu écrire ce livre. Oui, alors ça, c'est encore une autre dimension que tu évoques, c'est pas exactement la même chose. Ce qui m'intéresse dans L'inconnu de Cleveland, c'est précisément l'absence totale de logique.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors L'inconnu de Cleveland, donc c'est un livre que j'ai publié il y a 2 ans maintenant. C'est une enquête journalistique écrite avec les outils du romancier. Donc on revient à cette histoire de journalisme narratif ou de Tu disais en narrative anglais tout à l'heure. non-fiction, voilà. Journalisme narratif, ça ira très bien. Redis-le, Narrative non-fiction. En fait, j'emploie ce terme-là parce que c'est quand même un genre qui est né aux États-Unis. Donc voilà, on l'a traduit en France avec le terme journalisme narratif. C'est comme web sleuth. Web sleuth, ouais, exactement. Qu'on en traduit par cyber-enquêteur, tu vois, mais... ouais, ou journaliste du web. Voilà. Mais en fait, ça rend pas vraiment très bien ce que web sleuth, c'est vraiment les fouineurs du web, quoi. T'es sûr qu'on dit pas web sleuth? Non, redis-le. Sleuth. Web sleuth. Ouais, je sais. Non, je sais, je t'assure, c'est 100% sûr. Parce que je savais que j'en parlerais dans des interviews après, donc j'ai vérifié comment ça se prononçait à l'époque. Donc cette affaire, c'est une affaire qui remonte à 2002, dans l'Ohio, dans la banlieue de Cleveland. Un homme est découvert mort dans son logement. C'est un préfabriqué, donc dans ce qu'on appelle un trailer park aux États-Unis. Donc ces espèces, on voit ça dans les films. Aux États-Unis, c'est très courant. Ouais. T'en croises partout quand tu roules au bord de la route. Ouais. On en voit beaucoup, même en ville, hein, pas forcément en périphérie. Ouais, c'est ça. Et donc cet homme-là vivait là-dedans, dans ce préfabriqué. Il est assez âgé, il est mort seul, il vivait seul dans ce préfabriqué qui était un studio d'une pièce. Et les flics sont prévenus par un voisin qui n'a pas vu cet homme depuis déjà quelques jours. Et quand les flics rentrent, on est vraiment au cœur de l'été, il fait 35 degrés. Les flics s'aperçoivent très vite que le type s'est tué en se tirant une balle dans la bouche. Donc c'était un suicide. Et les suicides, ça n'intéresse pas la police. Puisqu'il faut, pour s'intéresser à la police, il faut que la mort soit non consentie, violente et non consentie. Donc ça ne les intéresse pas. Il s'est suicidé, c'est encore légal de se suicider. Donc, affaire close. Mais il y a un petit détail qui fait que l'affaire n'est pas classée tout de suite, c'est que cet homme-là, quand les flics vont voir ses comptes en banque, ils s'aperçoivent qu'il a de l'argent. Même un joli petit pactole, plus de 60 000 $. Et donc, cet argent-là, aux États-Unis comme en France, quelqu'un qui meurt avec un compte en banque garni, si on ne trouve pas d'héritier, ça va dans la poche de l'État. Et donc les flics se disent, c'est quand même dommage que ce magot aille dans les poches de l'État de l'Ohio, on va essayer de trouver un héritier. Il se trouve que cet homme-là n'avait vraiment aucun ami connu. Ses voisins disaient que c'était un ermite, un peu bizarre. On ne l'a jamais vu avec une femme, un enfant, même un chien. Et donc, il est difficile de lui trouver des connaissances même. Mais il se trouve qu'il y a un ancien collègue de cet homme-là qui finit par se manifester et qui accepte de mener l'enquête. Il va embaucher un détective privé et ce détective privé va finir par trouver une cousine éloignée de cet homme-là à l'autre bout du pays, en Californie. Et donc le détective appelle cette dame et dit, écoutez, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre cousin Joseph s'est suicidé dans l'Ohio. Et la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il est mort avec un héritage et vous êtes la seule héritière qu'on a trouvée. Et là, la dame dit, ça m'étonnerait que Joseph se soit suicidé dans l'Ohio parce que Joseph, il est mort en 1945 à l'âge de 8 ans dans un accident de voiture. Fin de chapitre. Et c'est là que l'histoire commence véritablement. En 2002. Ça s'est passé en 2002. Ouais. Et moi, ce que je voudrais, c'est que tu parles de toi, ton rapport à l'enquête. Parce que j'estime que les gens vont se prendre par la main et vont acheter le livre. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est toi, à quel moment tu interviens là-dedans. En fait, si tu veux, moi, à l'intérieur du champ journalistique du fait divers, j'ai un intérêt particulier pour les affaires non résolues. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais été un grand lecteur de faits divers. J'ai jamais tellement regardé les émissions à la télé, un peu Fait entrer l'accusé, j'aimais bien. Attends, t'as vu ton blouson? Tu te fous de moi? Ouais, mais c'est parce que je suis motard, j'ai un blouson de cuir, c'est pas en référence à Christophe Ondelat, qui est un type plutôt sympa par ailleurs. Mais c'est parce que si tu te craches à moto, vaut mieux que tu aies un cuir. Et donc, mais j'étais pas du tout un lecteur de la rubrique des faits divers, par exemple. En revanche, j'étais un lecteur de romans noirs.
Mais si tu veux, je dis bien de roman noir, pas de polar, parce que, enfin, j'ai aussi lu du polar, et mes premiers chocs de lecteur à 15 ans, c'était Fred Vargas. Donc on est dans le polar et on est aussi dans le roman noir. On est un peu à la lisière des deux avec elle. J'ai jamais lu. Enfin, si, j'ai essayé. Ouais. Le connu, là, le bleu, le truc bleu. L'homme au cercle bleu? Ouais, j'ai détesté. Moi, j'ai adoré le cercle bleu. J'ai trouvé ça hyper quelconque. Ouais, c'est pas... Alors moi, c'était... J'en lis plus aujourd'hui, mais à 15 ans, non, je trouvais que... Ok, non, mais... J'aimais bien... Bon, je trouve que c'est une très bonne dialoguiste, Fred Vargas. Je trouve qu'elle est très forte dans les dialogues. Mais peut-être que j'avais déjà lu... En fait, je l'ai découvert super tard. Ouais. J'avais déjà lu Stieg Larsson et ouais. Camilla Lackberg, des trucs un peu plus denses ou un peu plus volumineux. Quoi. Oui, c'est beaucoup. Mais parce que justement, typiquement, je pense qu'elle est plus dans le roman noir que dans le polar. D'accord. L'intrigue policière, je dirais pas qu'elle est accessoire, mais presque. Moi, j'ai toujours préféré ça à Agatha Christie. Je m'en fous, si tu veux, où tu vois, où le polar moderne, je suis très insensible à Franck Tilliez, à ce côté, tu vois, casse-tête. Mais tu avais dû aimer, parce qu'il y a de ça, Les Rivières pourpres. Non, j'ai pas lu Granger. Parce que là, pour moi, on est plus dans quelque chose de psychologique. Oui, mais après, après c'est plus en termes d'écriture. Je suis pas hyper sensible à Granger. L'un de mes poètes préférés, c'est Howard Fast, Sylvia, qui est pas du tout une intrigue policière, qui est vraiment un truc, une histoire très très dark, très noire. David Goudis, que j'adore. J'ai l'impression que ça se passe toujours à New York, les romans noirs. Souvent, ça se passe, il pleut beaucoup, les choses se passent la nuit, et puis tu vois... Il y a des réverbères. Il y a des réverbères, il y a du sang qui coule dans le caniveau. Qui fait ploc-ploc. Ouais, j'adore ça, moi. Et j'aime aussi, tu vois, par extension, le cinéma noir. J'ai l'impression de plus connaître finalement les parodies de cinéma noir ou tout ce qui est reprise que vraiment le cinéma noir. Tu devrais, parce qu'il y a plein de trucs super. Le Troisième Homme, qui est adapté d'un livre de Graham Greene, qui est un film magnifique. En roman graphique, ça passe vachement bien, par contre. Alors ça, moi, j'en lis pas des romans graphiques. Ni de la bande dessinée, ni des romans graphiques. Ok. C'est vraiment un univers qui est très étranger au mien. Mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est, si tu veux, je me fiche un peu du côté qui est le tueur, quoi. Ce que j'aime, c'est l'ambiance qui va avec le genre du noir. Et c'est toujours non résolu? Non, enfin, j'aime... En fait, si tu veux, ce que j'essaie de t'expliquer là, c'est de te montrer que ce qui me plaît le plus dans les affaires criminelles que j'ai couvertes, c'est tout ce qui est à côté du crime, en fait. Le crime en lui-même, c'est presque un prétexte pour entrer dans un univers, dans une sociologie. Pourtant, c'est exactement ce qu'on a pu reprocher à Marguerite Duras dans son article. Ouais. Christine, sublime, je sais plus. Ouais, tu vois, et pourtant, c'est vrai qu'on avait envie d'y croire. Mais oui, c'est un peu différent, parce que là, elle fait une apologie d'une mère infanticide qui n'était même pas, en plus, non, mais coupable. Tu sais, je pense, parce qu'elle est venue, elle s'est imprégnée, etc. Bon, derrière, c'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Enfin, moi, j'estime que c'est dégueulasse. Mais tu vois, ça m'y fait penser, au niveau de l'ambiance, l'atmosphère. Ouais, puis il y a les à côté du crime, quoi. Elle en a tiré une espèce de portrait psychologique qui, à mon avis, répondait à ses propres névroses plutôt qu'à celles de la mère. Et elle était romancière et pas journaliste. En plus. Et de fait, elle se foutait bien de la vérité des choses. Et de fait, elle s'est plantée magistralement. Mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est ça. C'est pas le crime, c'est pas qui a tué. Et ce qui m'a tout de suite fasciné dans l'affaire Chandler, c'est précisément qu'on avait affaire à presque une enquête psychologique. C'est-à-dire qu'on a un type qui est mort, et tu vois, c'est l'inverse de la quête criminelle habituelle. On sait pas qui est la victime, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est par terre, qui est mort, et on cherche la victime. Et c'est l'inverse de l'enquête criminelle habituelle. Et donc, ce qui m'a donné envie de m'intéresser
aux affaires non résolues et à l'affaire Chandler en particulier, c'est que ce que j'aime, moi, c'est enquêter, en fait. C'est pour ça que, si tu veux, je ne suis pas un lecteur de faits divers. Par contre, je suis un reporter de faits divers heureux, parce que ce que j'aime, c'est chercher. Et donc, travailler sur une enquête résolue, comme journaliste, ça ne m'intéresse pas tellement, parce que l'histoire est déjà écrite. Alors, en fait, c'est de toi dont tu parles dans le Ouais. livre, lorsque tu dis, oui, bah, c'est un peu retombé après quand on a su à qui on avait affaire. Non, mais tu parles de toi, parce que moi, pour le coup, Non, ça je parle m'enlève pas. aucun plaisir, entre guillemets. Mais moi aussi. Et en fait, tu vois, je dis parfois, je pense que c'est une formule que j'ai piquée à quelqu'un, mais je me souviens plus qui. Je suis un journaliste qui se fiche des réponses, mais qui aime poser 50 fois la même question. Tu crois pas que tu te la piques à toi, parce que je l'ai lu dans ton livre. Alors, tu te la Peut-être que je suis dans piques au carré. peut-être sur l'autocitation. C'est pas mal ça. Un jour, je publierai un recueil de mes propres citations les plus percutantes. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup, quoi. En fait, je préfère chercher que trouver, moi. Ce qui m'amuse, c'est chercher. Et chercher, ça veut dire aller à Cleveland. Ça veut dire aller à Cleveland. Alors, c'était une condition sine qua non, et d'ailleurs, c'est un principe qui est commun à tous les livres de cette collection, c'est que nous sommes allés enquêter sur place. C'est génial. Je précise ça parce que, tu l'as noté, il y a un phénomène éditorial autour des affaires criminelles, notamment depuis, je pense, notre article sur l'affaire Ligonnès, qui a peut-être relancé aussi un peu la machine. Sauf que 99% de ce que vous trouvez en librairie, ce sont des gens qui ne sont pas allés sur place. Tu vois, Max Keyes, qui a vendu beaucoup plus de livres que moi, c'est un type qui utilise le travail des autres pour faire ses vidéos et ses livres, mais jamais il a mis un pied, jamais il a passé un coup de fil à qui que ce soit. Il ne fait que recueillir, mettre de faire une synthèse de tout ce qui a été publié sur une affaire, et il te la raconte à sa sauce. Alors, il y en a effectivement beaucoup comme ça, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas un parcours classique de journaliste, et qui, je pense par exemple à Victoria Charlton, qui, de par sa notoriété en parlant d'affaires, après est plus légitime et entre en contact avec les familles après, parce que les familles savent qu'elle peut avoir de l'écho, ouais. et elle se retrouve de plus en plus justement à parler avec des gens directement. Tu vois, j'ai vu une évolution dans ce qu'elle faisait, clairement. Cette fille-là, par exemple, elle a fait une vidéo sur l'affaire Chandler. Ok. Et il n'y a que des conneries de A à Z, mais que des conneries. Alors, c'était avant que mon livre sorte. Donc, cette fille-là, elle fait une vidéo sur l'affaire Chandler. Elle fait une petite intro en disant « Je vais vous parler de cette histoire et on va enfin peut-être découvrir qui est le vrai John Chandler. » Et en fait, dès le début, la vidéo a duré 20 secondes et elle s'est déjà trompée sur le prénom. Donc, je te laisse imaginer le nombre d'erreurs qu'il y a pu y avoir derrière. Non, mais quand tu as travaillé sur quelque chose, ça rend dingue, en fait. Et cette fille-là, elle fait sur sa vidéo des centaines de milliers de vues que jamais j'aurais fait, moi, avec mon affaire, même si le livre, en l'espèce, L'inconnu de Cleveland marche très bien. Et les gens lisent « Ouais, génial, nanana », mais la fille ne fait que reprendre des articles qu'elle n'a évidemment pas écrits. Elle n'a pas passé un coup de fil, elle raconte n'importe quoi. Et moi, quand je dis à mon éditeur « Ok, on va sur cette histoire-là » et qu'il valide, il est hors de question que je fasse quoi que ce soit sans y aller sur place et sans faire mon travail de journaliste. Et donc, ne vous laissez pas avoir, quoi. Quand vous voyez un livre en librairie sur des affaires criminelles, regardez si le journaliste, d'abord si c'est un journaliste, et si c'est un journaliste, est-ce qu'il s'est rendu sur place, est-ce qu'il a fait son boulot, quoi. Comment rendre compte de l'ambiance d'un quartier, d'une maison, sans être allé sur place. Comment se rapprocher de la vérité quand tu reprends une interview écrite par un journaliste que tu connais pas, qui a peut-être transformé la vérité. Combien de fois dans ma carrière, je me suis retrouvé à parler à des témoins qui avaient déjà donné des interviews et qui m'ont dit « Mais vous savez, les interviews que j'ai données jusqu'à maintenant, j'ai jamais retrouvé mes propos là-dedans. » Et comment tu fais, je sais pas si tu en as déjà traité, mais avec des histoires trop anciennes pour... Tu te débrouilles et tu trouves un genre moyen... Jack l'Éventreur, tu vois.
Jack l'Éventreur, je n'ai jamais travaillé sur Jack l'Éventreur, et a fortiori, je travaille que sur des histoires contemporaines où je peux faire ce travail-là. Ok. Mais il y a le problème, si tu travailles sur Jack l'Éventreur demain matin, tu vas avoir pour matériel, comme matière première, des articles de l'époque. Dans 95% des cas, et puis tu auras peut-être 5% si tu as du bol, tu retomberas sur l'enquête de départ. Philippe Génada, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est un de mes auteurs préférés, depuis qu'il fait ses livres de faits divers, il raconte dans ses livres comment il travaille. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va aux archives départementales, il travaille que sur des affaires qui sont assez anciennes, à une exception près, enfin 2 exceptions près, mais sinon, il va retrouver les archives des journaux et des archives de police de l'enquête de l'époque. Moi, ce qui m'excite quand je travaille sur une histoire, quelle qu'elle soit, et Gérard, l'histoire du conte de minuit, c'est aussi un bon exemple, je suis l'explorateur qui va vers un continent inconnu et qui se demande ce qu'il va y trouver. Et c'est pour ça que je travaille sur des affaires non élucidées. C'est parce que je suis encore en mesure de trouver, moi, des choses que la police n'a pas trouvées, ou des fils qu'ils n'ont pas bien tirés. Je vais revoir des gens qui, peut-être depuis 20 ans que l'histoire s'est déroulée, ont peut-être des souvenirs qui sont remontés, ont peut-être des choses qui se sont... qui dans le souvenir qui se sont fait des choses a évolué, peut-être que... Tu vois En même temps, se retrouver sur place, alors tu vas me dire comment ça s'est passé à Cleveland, mais c'est aussi très déconcertant. Je pense par exemple aux crimes et faits divers en Guadeloupe. Déjà parce que les endroits ne parlent pas nécessairement, voire même sont ostensiblement muets. Ouais. C'est-à-dire que ça s'est retrouvé par hasard ou par défaut. Ou il se trouve que... Mais le lieu n'est imprégné de rien. Et non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça n'existe pas un lieu imprégné de rien. Si le lieu sur lequel tu te retrouves... Je parle d'un ressenti que j'ai eu personnellement. Mais ça se raconte, ça. Contrairement à ce que tu as l'air de penser. Le fait qu'un lieu est muet, ça se raconte. Mais tu n'as pas l'impression que tu vas mettre toi de ton... Mais si, et alors? Il y a pas de... Il y a une subjectivité dans ce que je fais, en tout cas, qui est oui, mais ça totalement peut aller assumée. jusqu'à la complaisance. Parce que si tu ressens rien, tu ne vas pas épiloguer sur ta propre personnalité qui blablabla. Et si tu ressens rien, ça veut dire quelque chose. Si un lieu ne t'inspire rien, ça se raconte, ça. Chaque lieu, à partir du moment où tu y penses, tu y passes suffisamment de temps, c'est peut-être ça la différence. Quand tu y passes suffisamment de temps, ça t'évoque, ça finit toujours par te... Et on s'en fout que ça m'évoque moi quelque chose. Mais non, on s'en fout pas, parce que c'est toi qui écris. C'est toi qui tiens le stylo. Oui, mais j'écris pas sur moi. Et t'écris pas sur toi, mais le lecteur, il achète l'histoire racontée par quelqu'un. Oui, mais toi, tu veux pas juste qu'il achète l'histoire, ton histoire. Tu veux qu'il achète l'histoire. Alors certes, l'histoire neutre n'existe pas. Ça sera toujours par le prisme de ta personne. Mais oui, d'accord. Mais il faut quand même qu'histoire il y ait. Parce que là, ça prend, si tu y a rien et tu ressens rien, peut-être que c'est pas le truc important dans l'histoire en question, quoi. Le lieu, il n'est pas forcément important pour l'histoire, mais c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que le tueur habite à côté, parce que la victime habite à côté, parce que c'est un coin discret, pas discret, j'en sais rien. Mais il y a toujours une raison. Je ne suis pas en train de te dire que ça a une importance capitale et qu'il faut traiter n'importe quel recoin comme un personnage. Moi, à Cleveland, je l'ai traité comme un personnage parce qu'il se trouve, mais peut-être parce que c'est mon interprétation des choses, mais si c'est le cas, j'assume cette subjectivité. Il se trouve que l'affaire de l'inconnu de Cleveland, à mon sens, en dit beaucoup sur cette région, et cette région en dit beaucoup sur cette affaire. Et je pense que cette affaire ne pouvait se dérouler que dans un lieu comme Cleveland. Donc je traite Cleveland et sa région comme un personnage. Mais alors, pourquoi ne pas avoir mis plus de ta propre expérience, toi qui y vas, puisque justement c'est un truc qui est... Alors, mon expérience, elle transparaît quand même dans le livre, quand je raconte cette région, quand je raconte ses habitants, quand je dis qu'on est dans cette Amérique qui laisse tourner le pick-up dehors le temps d'acheter un paquet de chewing-gum et de Marlboro. Quand je dis que c'est une région où... J'ai surligné ce passage. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Quand je dis que c'est une région
où on ne t'indique les escaliers que quand l'ascenseur est en panne. Ça, ce sont des choses, des observations subjectives. J'aurais pu raconter ça, et Et toi, pour moi, c'est ce qui est le plus écrit. alors c'est ce qui est le plus écrit parce que c'est ce qui est le plus subjectif. Ah ouais, tu vois, comme quoi. Et donc ça, c'est moi qui parle Ouais. quand tu lis ça. Bah, c'est ces passages-là que j'ai vraiment relevés. Alors ça, et si toi, tu étais parti là-bas, tu aurais raconté, tu aurais observé des choses différentes de ce que moi, j'ai noté comme étant caractéristique de ces gens et de cette région. Donc ça, c'est moi. Et pourquoi ça n'apparaît pas plus davantage parce que d'abord, c'est une ligne rouge imposée par l'éditeur. Il ne fallait pas se mettre en scène. Donc, les auteurs de cette collection de 10-18 ne peuvent pas dire je. C'est une ligne rouge infranchissable. Ok. Donc, la manière de parler, de donner au lecteur son ressenti, c'est précisément dans ces descriptions qu'on vient d'évoquer. Et puis, c'est aussi dans la construction du récit, dans ce que moi j'en retiens, puisque c'est une affaire qui reste, même si elle est partiellement résolue à la fin du livre, elle reste en partie non résolue. Et ça monte en puissance. Hein. Ça monte en... j'essaye, voilà, tu vois, je disais tout à l'heure, journalisme narratif, c'est parce que, en l'espèce, j'emploie la boîte à outils de l'auteur de polar. Donc en fait, en lisant L'inconnu de Cleveland, si j'ai fait correctement mon travail, tu auras l'impression de lire un polar. Et l'un des beaux compliments qui m'arrive d'avoir, c'est que parfois j'ai des gens qui me disent, en refermant le livre, qui se demandent comment j'ai pu inventer une histoire pareille. Et je leur dis, mais ce n'est pas un roman, c'est une histoire vraie. Et parfois les gens ont du mal à croire que tout ce que je raconte est rigoureusement vrai. Et pourtant c'est le cas. Pour moi, avec Le Conte de Minuit, tu as encore affiné ça, parce que ça m'a vraiment fait penser à Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, c'est ça? Ouais. Vraiment, dans le... Ouais. Alors dans l'ambiance, on est assez proche de Leurs enfants après eux, parce que d'abord, Nicolas Mathieu, si je dis pas de bêtises, il doit être un peu plus âgé que moi, mais pas beaucoup. Ah, je crois que c'est à peu près, Je pense qu'il est de notre génération. Ouais, sûr. Leurs enfants après eux, ça raconte la même époque, le milieu des années 90, dans un environnement social qui est assez proche du mien. Et c'est excellent quand on voit, au début tu parles de Kevin, et puis tu dis très tard que c'est moi, enfin c'est aussi moi, et c'est aussi nous. moi, Et Nicolas Mathieu, non, moi je suis très... je ne sais pas s'il a lu Le Conte de Minuit, je lui ai envoyé, parce que je pense que c'est une histoire qu'il a dû connaître comme auditeur. Mais si tu veux, ce qui est intéressant, je te disais tout à l'heure que ce que j'aime dans le fait divers, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la possibilité de pénétrer des milieux sociaux, de rencontrer des gens qui culturellement sont éloignés de mon milieu culturel, de pénétrer des milieux professionnels, etc., des milieux religieux parfois. Et ce qui est intéressant, je pense, dans L'inconnu de Cleveland, c'est que c'est une histoire qui montre en vérité, en filigrane, la désindustrialisation et le déclin du Midwest industriel. Et Le Conte de Minuit, l'histoire de Gérard de Suresnes, c'est une histoire qui montre beaucoup, beaucoup d'autres choses que simplement le destin tragique de cet homme-là. Ça montre une époque, cette espèce de milieu des années 90 qu'on voit très bien aussi dans Leurs enfants après eux, de désenchantement. Les années 90, le milieu des années 90, c'est ce moment où on pensait que l'histoire était terminée, que les grandes puissances avaient gagné, et que c'était l'opulence. Et puis on se rend compte que c'est pas tellement le cas. Donc c'est le début du déclin industriel de l'Occident. C'est ce moment médiatique où tout est poussé au maximum, ce qui va annoncer la télé-réalité, mais où il y a déjà des émissions où on gagne des millions, où on est dans l'insolence ouverte, les émissions d'Ardisson, l'ironie à tous les étages. Voilà, ça montre aussi la reprise en main des empires médiatiques. C'est-à-dire comment une certaine liberté de ton a été à un moment cadenassée par les puissances de l'argent pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en gros des médias qui sont dans une forme de conformisme généralisé. Voilà, ça montre tout un tas de choses qui sont
qui vont au-delà de l'histoire de cet homme qui devient presque, tu vois, un point de détail sur une grande toile, quoi. Et Ligonesse? Bah, Ligonesse, ça montre ce qu'est le quotidien d'une famille aristocrate, catho-tradie. Ça montre ce que c'est d'être un père de famille, de se voir meilleur et plus grand qu'on est. Ça montre la déchéance d'une certaine forme d'aristocratie de l'Ancien Régime qui n'est pas à la hauteur de ses aïeuls. Ça montre le rêve d'un type qui s'est pris pour un entrepreneur de la net économie et qui s'est avéré être un loser. La route des... La route des commerciaux. La route des commerciaux. Voilà, il pensait ouais. qu'il avait une idée géniale, qu'il allait devenir millionnaire, et puis en fait, il n'arrivait pas à payer ses factures, et il n'a jamais gagné un centime avec cette histoire. Donc ça montre tout ça. Et ce qui est intéressant dans le fait divers, c'est qu'on rentre dans l'intimité, dans le quotidien des gens. Et en fait, on raconte tout ce qui s'est passé autour. Et c'est ça qui rend ces histoires, à mon avis, passionnantes. Et cette famille-là, elle s'installe là, c'est pas pour rien. L'endroit où tu vis, ça dit des choses de toi. D'ailleurs, ça m'a étonnée parce que c'était plus... moins reluisant que ce que je m'imaginais. Non, c'est pas un quartier... En fait, c'est assez quelconque, quoi. C'est assez excentré, c'est assez quelconque. Mais l'endroit où tu vis, ça dit quelque chose de toi. Là, c'est une maison de ville. Ils étaient locataires. C'est une maison, mais une maison étriquée. Donc tu vois, quand tu as les moyens d'avoir une maison, tu vois, moi j'ai pas de maison parce que j'ai pas les moyens d'avoir une maison. J'ai les moyens d'avoir un appart correct, mais si j'avais les moyens d'acheter une maison, j'aurais une maison pourrie, toute petite. Bon bah eux ils voulaient une maison. C'est pas une grande maison, c'est une maison de ville, c'est une maison encastrée, mais c'est une maison. Mais parce que il fallait avoir une maison. C'est à côté de l'église, c'est à côté du lycée catho des gosses. Tout ça, ça veut dire quelque chose. Et donc, cet endroit-là, il a une fonction dans le récit, parce qu'il a une fonction dans l'imaginaire de cette famille. Mais toi, quand tu es devant ce truc-là, tu es devant une maison, quand même, à la fin. En plus, tout a été... L'intérieur n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au moment des crimes. Donc, mais de toute façon, tu vois, tu aurais ressenti un genre de frisson en imaginant que derrière ce rideau a pu... passer la silhouette de Xavier Ligonesse il y a plus de 10 ans. Ouais, tu vois. Là, je me serais inquiétée sur mon... Bah, ça aurait été un peu bidon, quoi. Ouais. Donc, je suis content que tu aies rien ressenti. En fait, je me rends compte, mais tu sais, que la plupart des affaires, si tu peux pas la résumer en quelques mots, c'est qu'elle n'a pas été si percutante, enfin, si elle n'est pas tombée dans l'imaginaire collectif. Moi, je me rends compte que l'affaire du pont de Ligonnès, c'est « Coucou tout le monde ». Ouais. Ça, c'est tu vois, ou comme Omar m'a tué. Ouais, ou, c'est vrai. Ou c'est pas lui, non. C'est les innocents. Les innocents. Bernard et l'innocent. Bernard et l'innocent, ouais. Ouais, mais ça, c'est le cas. Ouais, mais c'est là aussi, bah, tu vois, une histoire perdure parce qu'elle est devenue un récit. Même si là, c'est les paroles. Même, tu sais aussi pourquoi j'y pense? Parce que j'ai lu un roman, il n'y a pas longtemps, sur du pont de Ligonnès. Jaune, une couverture jaune. Ah oui, comment j'ai retrouvé Xavier Ligonesse. Ouais, et c'est drôle. Ouais, moi T'as pas aimé? C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je suis... J'ai détesté la démarche de cet auteur-là. Ouais. J'aime pas du tout. Ça, j'ai pas... J'ai pas réfléchi. refusé de le lire, je ne le lirai pas. D'ailleurs, j'ai dit c'est drôle. Non, mais on voit ce que tu veux dire quand tu dis c'est drôle. Non, je déteste... en fait... Bon, d'abord, c'est un ancien flic, il passe son temps sur les plateaux de télé à dire qu'il est un ancien flic, c'est un ancien fonctionnaire de la police aux frontières, donc c'est quelqu'un qui examinait des passeports toute la journée. Ça n'a jamais été un fin limier de la police judiciaire, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans son livre s'appelle « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès », évidemment il ne l'a pas retrouvé, alors je sais qu'il va dire « ah, voilà, machin », mais en fait ça reste quand même trompeur, parce que tu sais, c'est comme la presse à scandale. Tu vois, machin, sur la couverture, Brigitte Macron touchée par un affreux drame, et puis tout le magazine, et puis en fait, tu vois... Elle s'est cassé un ongle. Elle s'est cassé un ongle. C'est exactement la même chose. Donc en fait, ce sont des choses qu'il a recopiées, tout simplement, et qu'il a pris à son compte. Et à la fin, il invente une histoire tirée de son imagination, tant mieux. Oui, mais quelque part... Là, le gars ne prétend pas du tout dire la vérité, il fait de la fiction.
le matériau du réel, ce que vous avez fait est devenu un matériau du réel. Non, ce qu'on a fait est devenu un objet de... Cet homme-là a fait d'une affaire sérieuse, judiciaire, toujours en cours, avec des gens qui sont traumatisés par cette affaire-là. Il en a fait un objet de pop culture. Et c'est ce que je reproche. Il n'a pas... il s'en fout, lui. Ok. Hein, tu sais, il a passé la promotion de son livre à mettre des messages sur les groupes de cyber-enquêteurs qui suivent l'affaire en ligne en disant Hello, coucou, j'ai fait un livre, ça va vous passionner, etc. Il a fait un boulot de marketing, en fait. C'est un travail de A à Z de marketing éditorial. Le titre, la couverture, tout ce qu'il y a autour. Je suis un ancien flic, un ancien capitaine de police. Tout est bidon avec le seul but, en fait, d'attirer les gens avec cette affaire qui est une affaire qui passionne et ni plus ni moins. Donc, je trouve que c'est une démarche profondément dégueulasse, je le dis très clairement. Qui vient toucher ce qui n'a pas, en tant que lecteur, pas le meilleur de nous, en fait. Non, exactement. Et donc, je reste... je ne l'ai pas lu, je ne l'ai aucune intention de le lire, mais la démarche de cet homme-là et ce qu'il en raconte dans ses interviews me paraît totalement indécent. Ok. Qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé plus précisément dans cette affaire? Ce qui m'a intéressé dans cette affaire, avant tout, c'est le mystère. C'est précisément qu'on n'a pas la solution à l'énigme. Oui, mais des histoires... Enfin, il y en a d'autres. Celle-là, Alors, non, peut-être, je vais reformuler. C'est pas pourquoi elle t'a intéressé, mais pourquoi elle t'a suffisamment intéressé pour travailler dessus. Parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais pour avoir le cran et l'énergie de continuer, il faut bien que ça touche vers quelque chose d'un peu... Mais en fait, peut-être qu'il y a quelque chose, tu vois, enfin, pour le coup, j'éviterais, parce que je suis comme toi, je suis assez méfiant vis-à-vis de la psychanalyse. En tout cas, il y a deux choses qui m'ont beaucoup intéressé dans cette... Il y a au moins deux choses. La première, c'est que on est en face d'un crime qui reste aujourd'hui, dont le mobile n'est toujours pas clair. On apprend à l'école de police qu'un crime, c'est un corps, une arme, un mobile. On a les corps, on a l'arme utilisée, on la connaît, mais le mobile, on ne l'a toujours pas vraiment. Et donc, il y a eu notamment des psys d'ailleurs, hein, qui se sont penchés sur la question, qui ont été interrogés par des journalistes. Il y a des hypothèses qui ont été émises. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi cet homme-là, même s'il était effectivement acculé financièrement, pourquoi trouve comme solution pour résoudre son problème financier de tuer son épouse et ses enfants. Et moi, il y a quelque chose là-dedans, peut-être, tu vois, il y a quelque chose qui heurte ma pratique du fait divers. On tue, toujours on a une raison. Elle est mauvaise, la raison, mais on en a une. Et un crime sans mobile, ça n'existe pas. Et donc il y a quelque chose là, il y a un nœud psychologique que j'ai envie de démêler. Pourquoi est-ce que ce type-là fait ça ? Et à la fin, on ne peut élaborer que des hypothèses, parce qu'il n'est pas là pour répondre à cette question. Mais ça m'a donné envie d'essayer de fouiller dans la psychologie de cet homme-là. Et la chance qu'on avait, c'est qu'il y a un certain nombre d'écrits qu'il a laissés, même un grand nombre d'écrits, il était graphomane. Et donc ça permet de dresser un portrait psychologique. Et donc d'essayer de toucher, de comprendre pourquoi il a commis ce qu'il a commis. Et la deuxième raison, mais elle est tout à fait liée à celle-là, c'est précisément que, en fait, ce qui m'intéresse, je me rends compte, tu vois, quand j'essaie de tirer des passerelles entre, pour voir les trois livres que j'ai écrits, coécrits pour Ligonesse et les deux suivants, ils ont tous un point commun. C'est que je me suis intéressé à un personnage dont j'étais incapable de comprendre le fonctionnement interne, tu vois, le psychisme. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui... Tu vois, on n'a pas parlé pourquoi est-ce que je suis devenu journaliste, au-delà du fait que c'est parce que j'ai raté ma carrière de musicien. Mais je crois que je suis vraiment un type d'une curiosité vraiment maladive, quoi. Et j'ai besoin de savoir
j'ai besoin de savoir. Ça m'obsède. Je supporte pas. Et tu vois, parfois tu te poses des questions idiotes au quotidien. Et moi, je peux passer des heures sur Internet pour essayer de trouver la réponse à la plus bête des questions, tu vois. Pourquoi la couleur bleue est bleue? Si, tu vois, en voyant un truc bleu, je me dis, tiens, pourquoi? S'il faut que j'y passe la nuit et que je lise des traités de colorimétrie et d'optique physique, je vais le faire. Mais je saurai pourquoi à la fin, le bleu est bleu. Et donc, j'ai un côté comme ça totalement monomaniaque et obsessionnel. Et en fait, quand tu t'attaques à des... Alors, ce qui est bien avec... C'est normal d'être comme ça. Parce que tu l'es, mais je t'assure que c'est pas le cas de tout le monde. Des gens qui vivent très bien sans savoir. Et c'est très fatigant aussi pour l'entourage. C'est très fatigant pour tout le monde. Et pour soi-même avant tout. Et donc, moi, je travaille sur une affaire, et l'affaire Ligonesse, l'inconnu de Cleveland, Gérard, et tu vois, Xavier Ligonesse, la question numéro 1, c'est pourquoi il a fait ça. La question numéro 2, c'est où est-il? Joseph Chandler, évidemment, la question c'est qui est-il vraiment, puisqu'il ne s'appelle pas Joseph Chandler, on l'apprend très vite au début de l'histoire, et toute l'enquête qui suit va consister à découvrir qui est-il vraiment, puisqu'il a volé l'identité de ce petit garçon, et pourquoi est-ce qu'il a changé d'identité. Et Gérard, la question c'est pourquoi cet homme-là revient-il toutes les semaines dans une émission où le but est de se foutre de sa gueule? Pourquoi est-ce qu'il revient toutes les semaines pendant 6 ans? Alors que toutes les semaines, ça se termine de la même manière, il part en criant et en disant « je ne reviendrai plus jamais ». Et la semaine d'après, il est là. Et ça, ces mystères-là, j'ai envie de les dénouer. Et je sais d'avance que je vais échouer. Et mais tu arrives à quel moment à passer à autre chose? Quand j'écris. Quand j'ai écrit. Écrire est... mais ça va certainement rejoindre ta propre expérience, mais... Écrire n'est pas un point final, mais c'est un exutoire, quoi. C'est un déversoir. C'est-à-dire qu'on emmagasine jusqu'à l'overdose, jusqu'à en faire des rêves la nuit, jusqu'à... tu vois, moi je me suis rendu sur tous les lieux que j'évoque. Je me suis rendu évidemment à Nantes, je me suis rendu dans le village... où la famille de Xavier est enterrée. Je suis parti à Cleveland, j'ai fait 2500 km dans tout l'Ohio pour travailler sur l'affaire de l'inconnu de Cleveland. Pour Gérard, j'ai fait encore plus que ça. Je pense que j'ai fait au moins 3 ou 4000 km. J'ai fait une interview à l'étranger pour Le Conte de Minuit. J'y ai passé 5 ans. J'ai rencontré plus de 40 personnes. Donc il y a un côté comme ça... ouais, totalement obsessionnel, mais parce que ça me passionne, quoi. Et je te dis, je repose 50 fois la même question, et en fait, je me mets à écrire quand j'en sais plus sur l'affaire que n'importe quel protagoniste de celle-ci. C'est-à-dire que quand je commence une interview, et qu'à la fin de l'interview, j'ai appris plus de choses au type en face de moi, alors que c'était censé être l'inverse, c'est que je suis mûr pour écrire. C'est que j'en sais plus que quiconque sur cette planète. Et ce n'est que quand j'ai ce sentiment-là que je suis prêt à écrire. Il faisait ça, Hugo. Ah ouais, ouais. C'est pour ça qu'il va... Bah, tu vois, tu lis Hugo, ça va dans un niveau de détail. Ouais. Les Misérables, c'est une fresque politique, économique, sociale, enfin, je veux dire, et ça va très loin dans l'histoire... religieuse, économique. D'autant plus que même si tout va pas ressortir, loin de là, ce côté étoffé, en fait, tu le ressens comme, tu sais, les gens qui font de la fiction, qui disent un personnage, tu sens s'il a un back... Exact, sur une backstory, on appelle ça les backstories, exactement. Quoi? Vas-y, dis. Backstory, c'est-à-dire en fait... backstory. Backstory, voilà, c'est la prof de français là, qui est agacée par ce terme, je l'entends, et tu as bien raison. Oui, c'est-à-dire que tu sais ce que ton personnage a vécu, même si tu le racontes pas. Mais ça permet, c'est de la caractérisation. Tu vois, un des reproches que je pourrais faire à Genada, c'est que, à mon sens, il restitue trop de détails des choses qu'il a emmagasinées. Ce que je reproche qu'on peut faire à Hugo aussi.
Les Misérables. Ouais, tu dois tellement avoir envie de replacer ou. Mais non. Mais, ouais, c'est mais une même erreur. pour faire partager aussi, tu vois. Oui, mais C'est pas pour faire le bon élève. Enfin, moi, je fais très attention à pas perdre mon lecteur dans des détails qui pourraient éloigner son attention. Ah, mais là, il y a un grand écart parce que potentiellement, ton lecteur n'a jamais entendu parler ou presque du truc et toi, tu es celui qui s'y connaît le plus. Oui, mais je lui épargne ce travail-là, je le fais pour précisément lui épargner les choses qui sont secondaires des éléments qui sont importants. Oui, mais on peut plus revenir en arrière. Toi, après, comment tu fais? Bah, ça, c'est peut-être le journaliste qui sépare. Bah oui, je suis bien obligé. Je suis pas là pour faire. Tu sais, c'est la différence entre moi et une thèse universitaire, quoi. L'universitaire, il est là pour faire le tour complet du sujet. Il est là pour faire un travail exhaustif. Moi, j'ai un niveau de documentation excessivement élevé. Tu vois, l'inconnu de Cleveland, j'ai fait ce décompte il n'y a pas très longtemps. J'ai presque 2 millions de signes de notes, parce que j'ai un logiciel qui compte le nombre de caractères. Donc pour te donner, le livre fait 200 000 signes. Donc j'ai 10 fois plus de matière première, littéralement, que ce qu'il y a dans le livre à la fin. Toi, tu vas amener des gens qui s'intéressent à une œuvre audiovisuelle, à les amener vers quelque chose qui va les attirer parce que le produit d'appel, c'est la série qu'ils ont aimée, mais tu vas essayer de leur apporter autre chose, et surtout sous un autre format. Après, moi, j'ai la chance d'être vraiment à la croisée des chemins, parce que tu vois ce que je te disais tout à l'heure, j'ai fait la philosophie, j'ai aussi un diplôme en géographie, mais j'ai un CAPES de lettres, et après, j'ai fait des formations de mon côté, en fait. J'aime bien continuer à me cultiver, etc. Et j'aime les sciences humaines, j'aime les sciences sociales. Donc, tu vois, j'adore parce que j'ai l'impression d'avoir plein de petits trucs qui font que je vais... En fait, c'est pas que je m'y connais, mais que je vais pas avoir... je vais pas me sentir illégitime d'aller chercher, en fait. C'est même pas d'en parler, mais d'aller chercher. Tu vois, je me dis, je me permets d'ouvrir des portes que plein de gens ne se permettent pas de faire parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils comprendraient. Ou qu'ils auraient qu'ils s'y comprendraient quelque chose, ou qu'ils auraient les outils pour, tu vois. Et j'aime bien en fait ce truc-là, dire, regardez, l'esthétique en tant que discipline, c'est pas quelque chose de difficile. Vous n'êtes pas obligé de vous taper les bouquins d'esthéticiens, tu vois, allemands du XVIIIe siècle pour y comprendre quelque chose. Tu prends un film, regarde la colorimétrie. Elle te dira forcément quelque chose. Fais-toi confiance, en fait. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée à faire de la pop culture sans savoir que j'en faisais. Mais parce qu'en réalité, cette démarche-là de vulgarisation, de démocratisation, elle devrait être, pour moi, au cœur de... Mais c'est une démarche qui est hyper légitime. Parce que j'ai pas de complexe. Moi, je connais pas un mot, je le demande. Je ne connais pas dans un domaine, j'achète le truc pour les nuls de ce domaine-là. Tu as cette capacité-là. Moi, c'est un des premiers trucs qu'on m'a, tu vois, les premiers conseils qu'on m'a donné dans mon métier. On m'a dit, il faut jamais avoir peur de poser une question qui paraît très stupide. Faut jamais avoir peur de passer pour un con. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir rabâché aux élèves quand oui, on est prof. Oui, mais d'abord, tous les profs ne sont pas comme toi. Et ensuite, je pense que le problème mais là, tu vois, ça nous emmènerait probablement trop loin, mais de la sensibilisation à la lecture, et toi, tu es confronté à ça beaucoup plus que moi, au quotidien, avec la concurrence des écrans, où il est difficile, en tout cas, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des profs capables d'insuffler le goût de la lecture à travers des œuvres, au-delà de celles qui sont au programme. Bon, on dit au revoir. Alors, surtout que ça doit faire, je pense, 2 bonnes heures facile. Ouais, je pense. Merci Louise. On va s'arrêter là. Bah oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cet entretien? C'est ma question préférée parce qu'on va parler de moi, enfin de ce que tu as vécu. J'ai pensé que... En fait, j'ai bien aimé... Tu sais, la plupart des interviews que j'ai données, soit c'est des journalistes, des confrères qui travaillent sur mes bouquins, et qu'on faisait la promotion, en fait, dans le cadre de la promo, soit des gens qui étaient touchés directement par les sujets que j'abordais. Donc, tu vois, des gens qui étaient passionnés par l'affaire Ligonnès, des gens qui ont écouté Gérard, qui est donc le gars du Conte de minuit. Mais c'est la première fois que j'ai un entretien avec une lectrice, quoi. Enfin, juste quelqu'un qui aime lire.
et qui a envie de parler de moi, avec moi de lecture, quoi, enfin de bouquins, et qui est en plus une prof de français, ce qui me plaît encore plus. C'est marrant, moi j'ai pas du tout cette vision de mon boulot. Les gens en général, ça leur plaît que je fasse ce Non, mais moi métier. ça me plaît parce que j'aime les livres. Mm. Donc j'aime être au contact de gens qui aiment les livres. Mm. Et t'es bien placé pour savoir que même dans les milieux sociaux soi-disant ultra cultivés et ultra instruits, plus personne ne lit en fait. Et je peux te dire que j'ai été reçu par des journalistes qui n'avaient pas lu mon livre, qui m'en ont parlé C'est chaud. comme s'ils l'avaient lu, mais dont je sais de sources certaines qu'ils ne l'avaient pas lu. Et c'est leur métier. Donc en fait, ce qui est cool, c'est de parler avec des gens, je te jure, hein, mais je suis à la recherche de ça, parce que dans mon quotidien, j'en vois encore, mais parce que je suis dans un milieu où il reste des gens qui lisent, un peu. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours l'impression que d'une manière ou d'une autre, comme je suis toujours interviewé par des gens qui ont des profils assez similaires, je vais répondre souvent aux mêmes questions. Et toi, en fait, il n'y a pas une question, je pense, que tu m'as posée, qu'on m'a déjà posée, enfin, sincèrement. Je pense vraiment. Et du coup, en fait, c'était assez emmerdant parce que, tu vois, je commence à avoir une routine de réponse, tu vois, sur certains aspects de mes bouquins, parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas à moi, mais Dieu merci, je ne suis pas un type très intéressant en vérité. Mais donc toi, tu m'as posé des questions où je me suis dit, mais merde, pourquoi elle me demande ça? Et donc, tu vois, tu m'as obligé à sortir de la forme de routine dans laquelle, qui est assez confortable, tu vois, où j'ai déjà des réponses qui sont un peu prêtes, tu vois, à certaines questions. Mais c'est pour ça que je prépare pas de questions, parce que je préfère m'appuyer sur ce que la personne émane, en fait. Bah écoute. Parce que je pense que tu vas aussi spontanément vers ceux dont tu as envie de parler sans le savoir. Merci Dr Freud. Vous m'avez amené à des réflexions auxquelles je n'avais pas... Non, mais le but, c'est d'accoucher de soi-même, même un tout petit peu. Et tu l'as dit, tu as dit, tiens, ça, j'en ai jamais parlé de cette anecdote. Au bout de 10 minutes, pour moi, c'était plié, j'avais fait le taf. Mais ouais, mais même, tu vois, tu regarderas ta propre interview, il y a des moments où je dois être là, merde, putain, pourquoi elle me demande ça? J'ai pas la réponse. Donc, non, mais c'était très agréable. Je te pardonne d'avoir utilisé comme vignette pour ta critique de mon livre une image qui donne envie à personne de le lire. Mais en fait, j'avais 3... Mais ne touche à rien, laisse-la comme elle est. Mais ça m'amuse beaucoup d'avoir une critique positive avec une vignette qui respire la négativité. Et c'est très bien. Mais finalement, c'est un peu putaclic. Tu vois, ça se trouve, les gens vont beaucoup plus... Exactement. C'était pas le but, hein. C'était pas le but. Bah écoute, mais je trouvais ma tête rigolote. Si c'est la finalité... Non, mais je t'imagine en train de te prendre en photo pour la vignette pas du truc. Mais pas du tout, en plus. Non, pas du tout. Raconte les coulisses de cette photo, je veux le savoir. Ok. Bon, en off, alors. T'as un dernier mot? Merci de ton invitation. Et merci pour ta critique du contenu qui nous a amenés là. Et qui me donne aussi envie de découvrir tes propres œuvres. Voilà. Au revoir. Salut.